Ce vidéo est un travail étudiant effectué dans le cadre du premier cours de neurosciences du baccalauréat en ergothérapie à l'Université Laval. Il ne constitue pas des conseils professionnels ni médicaux. Le vidéo a été effectué à l'aide du logiciel Vyond. Les références de nos recherches seront présentées à la fin de ce vidéo. La paralysie cérébrale est une condition d'origine neurologique qui touche 2 à 2,5 nouveau-nés sur 1000 naissances encore en vie, donc 17 millions de personnes actuellement dans le monde. De nos jours, c'est la cause la plus fréquente de déficience physique et d'incapacité fonctionnelle chez les enfants. Cette déficience affecte le développement moteur de l'enfant, mais vient aussi souvent avec d'autres troubles qui peuvent être cognitifs, comportementaux, ainsi que des difficultés de communication. Par conséquent, la paralysie cérébrale peut limiter un enfant qui est atteint dans ses activités et ses occupations tout au long de sa vie, puisque c'est une condition permanente. C'est le cas d'un jeune enfant atteint de paralysie cérébrale spastique aux 4 membres qui est sur le point d'entrer à l'école. Un ergothérapeute pourra donc le rencontrer en compagnie de sa famille afin d'évaluer ses capacités. Ainsi, ils pourront déterminer les différentes mesures qui peuvent être mises en place pour adapter son environnement et faciliter sa rentrée scolaire. Donc, comment les neurosciences peuvent aider l'ergothérapeute à comprendre sa condition pour bien intervenir? Plusieurs points de discussion seront abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, nous expliquerons les différents types de paralysie cérébrale, les symptômes associés, ainsi que les structures touchées dans le système nerveux. Et ensuite, nous discuterons des traitements et l'apport de l'ergothérapie dans notre situation clinique. La paralysie cérébrale, aussi appelée déficience motrice cérébrale ou infirmité motrice cérébrale, est un trouble du mouvement et de la posture attribuable à des dommages cérébraux permanents et non progressifs, situés plus spécifiquement au niveau du cortex moteur du système nerveux central. Ceux-ci surviennent durant le développement fœtal, à la naissance ou en période postnatale. Le système nerveux central est composé de la moelle épinière et de l'encéphale. Celui-ci comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. On l'appelle ainsi puisqu'il comprend la majeure partie du système nerveux. Son rôle consiste à recevoir l'information perçue par les sens, à l'intégrer et par la suite élaborer une commande motrice. La paralysie cérébrale peut être causée par plusieurs facteurs. Lorsqu'on dit qu'elle est congénitale, c'est que la condition est présente dès la naissance et qu'elle provient d'une erreur survenue lors du développement du fœtus ou d'un problème lors de l'accouchement même. Entre autres, cela peut être engendré par une infection maternelle ou fœtale, des anomalies au niveau du métabolisme, des troubles du système immunitaire ou de la coagulation, et aussi un manque d'oxygène prolongé au cerveau lors d'un accouchement compliqué. Dans des cas plus rares, la paralysie cérébrale peut apparaître après la naissance par le biais d'une infection cérébrale ou encore d'un traumatisme, par exemple. La paralysie cérébrale entraîne des répercussions à plusieurs niveaux. À la naissance, les symptômes ne sont pas toujours très apparents, mais ils le deviennent dans les mois qui suivent la naissance. Par exemple, un enfant naissant avec un problème de tonus musculaire dit hypotonique ne sera pas détectable dès la naissance, puisqu'il est normal qu'un enfant ne soit pas apte à maintenir certaines postures dès les premiers mois de vie. La classification se fait principalement selon le type d'atteinte sur le plan moteur. La paralysie cérébrale spastique serait causée par des dommages aux axones adjacents aux ventricules latéraux. Plus précisément, la région touchée se situe au niveau du tractus pyramidal, la zone responsable du déclenchement des mouvements volontaires, ce qui fait en sorte que les muscles deviennent tendus, donc plus raides qu'à l'habitude, et ce de façon involontaire et excessive. Par le fait même, les muscles deviennent raccourcis et en résulte une démarche sur la pointe des pieds ou en ciseaux, c'est-à-dire qu'une jambe se balance devant l'autre lors de la marche plutôt que de se projeter vers l'avant. On retrouve aussi le type de paralysie cérébrale dit athétosique dans 10 à 15% des cas. Dans ce type, on note une lésion au niveau des ganglions de la base qui affecte le tractus extrapyramidal du cerveau, qui est responsable du contrôle des mouvements involontaires. Or, il en résulte des mouvements involontaires lents et incontrôlés, et donc un manque de coordination chez les personnes touchées. Dans ce type d'atteinte, le niveau fonctionnel est faible. L'atteinte motrice et la communication sont très aggravées et le niveau d'apprentissage est presque nul. Dans moins de 5% des cas, les sujets sont atteints de paralysie cérébrale ataxique. C'est le cervelet qui est touché dans ce type d'atteinte. Il a comme principale fonction de contrôler l'équilibre et de coordonner les mouvements.
Cela entraînera donc une marche désordonnée, dite ataxique, due aux troubles de l'équilibre et au manque de coordination des mouvements volontaires. On remarque aussi chez ces personnes une faiblesse musculaire et des tremblements lors de ces mouvements. Finalement, il existe deux autres types de paralysie cérébrale, soit le type hypotonique, où la région touchée du cerveau demeure inconnue, et celui dit mixte, c'est-à-dire que les lésions se trouvent dans une combinaison de plusieurs régions du cerveau. L'hypotonie est une contraction musculaire inadéquate, donc trop faible, et cause des problèmes au niveau de l'exécution des mouvements et du maintien de la posture. Les sujets atteints ont très peu ou pas d'habileté à bouger. La forme de paralysie cérébrale peut aussi être classifiée en fonction des membres atteints. En effet, l'hémiplégie est lorsque la jambe et le bras du même côté sont atteints. La quadraplégie, quant à elle, résulte d'une atteinte aux 4 membres de manière égale, et pour finir, la diplégie indique que l'atteinte affecte davantage les membres inférieurs que les membres supérieurs. De manière plus générale, un des problèmes communs à tous les types de PC est la marche. Les enfants atteints de paralysie cérébrale utilisent 52% de leur capacité maximale aérobie pour la marche, tandis que les autres enfants n'en utilisent que 36%. Cela fait en sorte que les enfants qui ont une PC se fatiguent beaucoup plus rapidement et donc ont une endurance à la marche très réduite, ce qui diminue leur rendement fonctionnel et leur qualité de vie. Bien que les troubles moteurs représentent une grande partie des symptômes des sujets atteints de paralysie cérébrale, plusieurs autres aspects sont non négligeables. Des troubles cognitifs, somatosensoriels, visuels, auditifs et de la parole sont aussi très présents dans cette condition. Pour les enfants atteints de la PC, les problèmes cognitifs ont un gros impact puisque cela influence leur parcours scolaire de façon importante. Chez ceux-ci, 30 à 50% ont des déficiences intellectuelles. Aussi, plusieurs enfants développent des troubles de comportement, ce qui rend leur intégration scolaire plus difficile. En effet, le tiers des enfants d'âge scolaire atteints de paralysie cérébrale ont été diagnostiqués TDAH ou TDA et 26% des enfants ont des difficultés de comportement. Ces troubles viennent affecter leur rendement scolaire et leur capacité d'apprentissage. Aussi, plus de la moitié de ces enfants ont des troubles de la parole et du langage. Cela engendre d'autres problèmes dans leur vie quotidienne puisque la communication est une condition importante au développement personnel ainsi qu'à la participation et à l'intégration dans un milieu scolaire. Bien que la paralysie cérébrale est dite non progressive, les enfants ont, en plus de leurs troubles moteurs, divers problèmes qui apparaissent avec l'âge et qui engendrent des répercussions sur l'ensemble de leur vie quotidienne. Tout d'abord, si la paralysie cérébrale est repérée vite et que le diagnostic est donné rapidement, les premiers mois de vie de l'enfant sont très importants pour une meilleure rééducation. En effet, en bas âge, l'enfant se situe dans sa phase de développement. C'est donc le moment le plus efficace pour effectuer une rééducation, car c'est à ce moment que l'enfant peut développer des capacités compensatoires et de récupération grâce à la plasticité cérébrale, lui permettant ainsi une meilleure adaptation face à ses incapacités. Au contraire, en général, une rééducation qui n'est pas précoce génère de moins bons résultats. Pour effectuer la rééducation, les enfants atteints de paralysie cérébrale sont suivis par une équipe interdisciplinaire de professionnels de la santé, ce qui peut inclure, par exemple, des kinésiologues, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes ou autres. Penchons-nous plus précisément sur les différents ajustements qui peuvent être mis en place par les ergothérapeutes lorsqu'un enfant est atteint de la paralysie cérébrale. Prenons le cas clinique qui vous a été présenté au tout début du vidéo. L'enfant est en quadraplégique, il a besoin d'une chaise roulante motorisée pour se déplacer. C'est donc à l'ergothérapeute que revient le rôle de déterminer celle qui lui conviendra le mieux. L'ergothérapeute devra également s'assurer du confort de l'enfant en vérifiant son positionnement dans la chaise, qui est à ajuster sa position grâce à des coussins de positionnement. Étant donné que le client doit être assis dans une chaise roulante à longueur de journée, l'ergothérapeute doit mettre en place des moyens afin d'éviter la formation de plaies de pression. Pour ce faire, puisque l'enfant est quadraplégique et qu'il ne peut pas se soulever de chaque côté de son siège avec ses bras, il lui faut un siège adapté qui permet une bascule vers l'arrière, ce qui a pour effet de diminuer la pression au niveau des fessiers. Si nécessaire, et si l'ergothérapeute en ressent le besoin, il ou elle peut recommander l'utilisation de d'autres aides techniques, comme par exemple des orthèses, un lève-personne, etc. Finalement, le dernier rôle de l'ergothérapeute dans le cas clinique de l'enfant entrant à la maternelle est de s'assurer que l'environnement, soit l'école à laquelle est inscrit l'enfant, est correctement adapté à ses besoins. Elle devra se questionner à plusieurs sujets.
Par exemple, y a-t-il des rampes d'accès pour le fauteuil roulant et ou des ascenseurs qui rendent accessible chacune de ces classes? Bref, c'est le rôle de l'ergothérapeute de s'assurer que l'enfant ait accès à toutes les ressources nécessaires pour lui permettre une éducation équitable et inclusive. Pour conclure, la paralysie cérébrale est la condition d'origine neurologique causant des troubles de déficience physique la plus présente dans le monde. Il existe plusieurs types de paralysie cérébrale et ceux-ci engendrent différents symptômes sur les plans moteurs, cognitifs, comportementaux et du langage. L'ergothérapeute joue un rôle primordial dans le quotidien des gens touchés par la paralysie cérébrale. Par exemple, il peut intervenir en ce qui a trait aux aides techniques, au positionnement, à la prévention des plaies de pression, etc. Dans notre cas, l'enfant est atteint d'une quadraplégie spastique. Donc, pour sa rentrée scolaire, l'ergothérapeute aura à s'occuper de tous les aspects entourant l'adaptation de son environnement. Finalement, en ce qui concerne les perspectives par rapport à notre sujet, plusieurs projets de recherche sont en cours afin de découvrir de nouvelles avenues d'intervention et de traitement. Il existe également des fondations comme la Fondation Paralysie cérébrale, par exemple, qui offre du financement afin de faire avancer la recherche et d'améliorer la vie de ceux qui en sont atteints. Par conséquent, ces dernières années, les chercheurs ont fait plein d'avancées et ont trouvé de nombreux moyens pour diminuer le risque d'être atteint de l'APC, comme par exemple en trouvant des façons pour diminuer le risque de lésions cérébrales qui causent celle-ci. On peut donc croire que dans un futur proche, cette maladie touchera moins de personnes et que ceux qui sont touchés auront une meilleure qualité de vie.